Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 novembre de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et au monde dans une drôle d'époque. Et aujourd'hui, diraient nos amis cathos, jour d'allégresse et jour de joie, alléluia. Pourquoi ? Parce qu'une excellente nouvelle dont je vous avais déjà donné le pressentiment il y a quelques jours est tombée. Le professeur Jay Bhattacharya de l'université de Stanford a été nommé à la direction des National Institutes of Health, une immense agence fédérale active dans le domaine de la santé, par Donald Trump sur recommandation de Robert Kennedy Jr. Et ça, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Parce que il y a déjà eu Robert Kennedy nommé secrétaire d'État qui doit encore être confirmé par le Sénat, le docteur Marty Makary à la tête de la FDA et maintenant Jay Bhattacharya à la direction du National Institutes of Health. C'est absolument phénoménal. Ce sont des gens d'une intégrité, d'une probité et d'une générosité absolument indiscutables. Et en ce qui concerne le professeur Bhattacharya, c'est probablement un des experts les plus cités sur cette chaîne depuis ses débuts. Il n'a cessé de produire des commentaires et de la science de très haute qualité, et puis avec une tonalité qui est absolument délicieuse, parce que c'est à la fois un scientifique de très haut niveau, il est biostatisticien, expert en économie de la santé, mais aussi docteur en médecine, en poste à l'université de Stanford, mais c'est un homme absolument charmant et délicieux qui porte des critiques extrêmement pertinentes et documentées, mais toujours dans le plus grand calme et de la manière la plus souriante. Et toutes les personnes qui le connaissent, j'ai le bonheur d'en faire partie, pourront témoigner du fait que c'est vraiment un homme absolument délicieux. À tel point qu'avoir autant de combativité sous des dehors aussi respectueux et aussi pondérés, cela force l'admiration mais génère aussi une certaine surprise. Alors bien sûr, la presse a réagi à sa manière en soulignant que le professeur Bhattacharya avait été très critique des politiques de confinement autour du Covid, mais évidemment qu'il ne franchisse pas encore le pas. Cela viendra probablement de se demander si jamais il a raison de le faire ou s'il a des raisons de le faire. Alors je partage avec vous un bouquet de réactions qui montre vraiment cette appréciation énorme de la part de tous ceux qui sont en attente d'une honnêteté, d'une probité, d'une intégrité scientifique pour précisément pouvoir faire l'inventaire de ce qui s'est passé. Donc Robert Kennedy qui exprime toute sa gratitude au président Trump pour cette nomination spectaculaire, dit-il, en soulignant que Jay Bhattacharya est le dirigeant dont on a besoin idéal pour restaurer le NIH dans son rôle d'être un standard doré, c'est-à-dire la meilleure référence possible en matière de vraie science et de science basée sur les données probantes qui a été complètement piétinée au cours de cette crise. Le docteur Jean-François Legare, qui partage un peu d'une combativité dirais-je, plus incisive que celle du docteur Bhattacharya avec votre humble serviteur, lui relève que c'est une fabuleuse nouvelle pour la santé et la science et que la crasse scientifique française qui a sévi pendant le Covid ne sait pas grand-chose, mais elle sait qu'elle va prendre un grand coup. Martin Kulldorff, qui est un des compagnons de route de Jay Bhattacharya, lui s'est évidemment félicité en soulignant à nouveau qu'il allait restaurer la probité des données médicales et de la science à la tête de cette prestigieuse institution. Laurent Mukiele, aux USA, la nomination du Dr Bhattacharya à la tête des National Institutes of Health est une grande nouvelle. Ce spécialiste de la santé publique est un homme intègre qui a eu le courage de parler vrai durant la crise Covid, dénonçant clairement la corruption et la censure. Je vous en donnerai de nombreux exemples. Dr Tiffaine Pinsol, qui a longuement échangé avec Jay Bhattacharya, elle le félicite et dit « il y en a qui vont commencer à sérieusement trembler ». Oui, cela ne fait aucun doute. Marceau, qui est un grand scientifique interagissant de manière anonyme sur X, dit que ça commence à devenir intéressant, très intéressant. Notre ami Louis Fouché se félicite également. Waouh, ça c'est une nouvelle qui donne de la joie et de l'espoir. Beaucoup de choses vont changer. Ça donne envie de faire le ménage en France, ô combien. Elon Musk, qui observe quand même avec un sacré grain de sel ce qu'il se passe, dit waouh, à quel point le vent a tourné. Et puis, dans un deuxième tweet peu après, c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui va enfin diriger le NIH.
Et le docteur Asim Malhotra, dont je vous ai également souvent parlé sur cette chaîne, rappelons que c'est un des plus grands cardiologues britanniques. Il était au départ très pro-vaccin, jusqu'à ce que ses deux parents décèdent peu après les injections, ce qui l'a évidemment poussé à réviser quelque peu son opinion. Il s'est documenté avec la rigueur et la force de travail dont il est capable. C'est devenu un des fers de lance d'une approche critique de la gestion du Covid, y compris en ce qui a trait aux injections géniques expérimentales. Il est déjà assuré qu'il va coopérer avec l'équipe de Kennedy et Bhattacharya. En ce qui concerne Asim Malhotra, vous savez qu'il y a actuellement des pseudo-articles qui sont publiés reposant sur des modélisations bidons qui n'ont absolument aucun sens pour chercher à persuader envers et contre tout la population que l'injection génique a sauvé des vies. Et voyez, dans une toute récente réaction, le docteur Asim Malhotra dit « ça n'a aucun sens, ce sont des modélisations qui sont sans aucune plausibilité selon le directeur du centre de recherche sur l'Evidence-Based Medicine de Oxford, le docteur Carl Heneghan. Et donc malheureusement, il y a encore des flopées de journalistes qui colportent ce genre de fausses sciences pour induire en erreur la population. Et il est infiniment malheureux que John Ioannidis se soit fait prendre dans cette sombre affaire. Franchement, il y perd bien des plumes en termes de réputation. Et voilà. Tous ceux qui l'ont croisé, je le redis encore une fois, témoignent de la gentillesse et de la pertinence du professeur Bhattacharya et qui est intervenu à réitérer reprises dans les médias qui voulaient bien l'accueillir. Il a subi une censure que nous aborderons également, et notamment autour de cette idée, pourquoi devrions-nous continuer à écouter des gens qui se sont trompés depuis le début? C'est évidemment le cas des autorités de santé en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Nous persistons dans cette erreur et Jay Bhattacharya est intervenu dès qu'il a pu pour faire observer que des gens qui se trompent systématiquement ne sont peut-être pas dignes de foi, ou en tout cas qu'il vaut la peine de prendre d'autres avis que les leurs. Liz Churchill, elle, montre que Fauci, désormais, est effectivement en difficulté. Alors elle prend un cliché qui n'a probablement rien à voir, mais en soulignant, ça c'est le genre de visage que vous faites quand le scientifique que vous avez censuré est en train de devenir directeur du NIH avec l'engagement de mettre les choses à plat. Alors, je rappelle que les National Institutes of Health, c'est un organisme qui chapeaute 27 instituts et centres de recherche et d'action opérationnelle. Cet institut gère un budget global de recherche de 47,3 milliards de dollars. Et donc, effectivement, avec Kennedy, Makary et Bhattacharya, on est dans une autre histoire. Il faut rappeler aussi, bien sûr, que Jay Bhattacharya, avec Martin Kulldorff et Sunetra Gupta, donc des épidémiologistes de Stanford, Harvard et Oxford, étaient intervenus très tôt, dès le mois d'octobre 2020, pour dire que les confinements n'avaient aucune base scientifique, que la gestion du Covid contredisait toute la science dont nous disposions, pour plaider pour une protection spécifique des groupes à risque en laissant la société vivre le plus normalement possible. Et vous voyez, Martin Kulldorff, effectivement, reflète de manière méditative sur le fait qu'alors qu'on les avait accusés d'être des épidémiologistes marginaux qui disaient n'importe quoi, eh bien l'un d'entre eux se retrouve désormais à la tête de la santé américaine avec d'autres personnages remarquables et que la vérité finira par apparaître au grand jour. Kulldorff, c'est aussi lui qui avait posé la question, mais attendez, Sunetra Gupta, épidémiologiste à Oxford, est la plus éminente épidémiologiste des maladies infectieuses, pourquoi est-ce que ça n'est pas elle qu'on écoute, mais des gens aussi fantasques, douteux et crapuleux pour un certain nombre d'entre eux, ça c'est moi qui l'ajoute, comme précisément Tony Fauci, Neil Ferguson de l'Imperial College, Drosten, le médecin allemand, Tedros à la tête de l'OMS, Bill Gates, Jeremy Farrar. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute ces crapules plutôt que des épidémiologistes de très haut niveau, les meilleurs au monde qui savent de ce qu'il convient de faire et de quoi ils parlent. Et pour ceux qui se poseraient encore la question, je vous invite à parcourir La fabrication du désastre, qui, pourquoi, comment, dans l'ouvrage dans lequel je montre comment cette coterie de gens malhonnêtes, mal intentionnés et véreux
a réussi à faire un hold-up sur la santé mondiale et à préparer très en amont la mise en échec de spécialistes comme Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff ou Sunetra Gupta, et notamment à partir du deal entre Anthony Fauci et Bill Gates dès les années 2000 pour faire une prise d'otage de la santé mondiale à partir de l'OMS. Et donc, dès que Fauci et ses sbires ont été informés de l'initiative de la déclaration de Great Barrington, ils se sont mobilisés en disant il faut absolument détruire de manière dévastatrice cette initiative qui rappelle la vraie science et ce qu'il convient de faire pour la population. Bhattacharya et Kulldorff ont réagi avec un article publié dans le magazine Newsweek « Comment Fauci a trompé les États-Unis » que j'ai immédiatement fait connaître dans le cadre du Conseil scientifique indépendant. Vous pouvez encore trouver l'émission en ligne à l'adresse qui s'affiche actuellement. Et la raison pour laquelle j'ai tellement relayé les épidémiologistes dont je vous parle, c'est juste que ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui savent de quoi ils parlent. Alors dans les intentions de Jay Bhattacharya, il y a évidemment celle de faire une commission honnête pour un travail d'inventaire autour du Covid, qui sera sanglant, étant donné la gravité des dérives et des crimes qui ont été commis. Et il relève que le peuple américain a droit à des excuses de la part de ses dirigeants. Je l'ai également passablement exprimé dans mon pays et en Europe. Alors, passons en revue quelques-unes des choses que Jay Bhattacharya a dit tout au long de cette crise, notamment ceci: les confinements ont été une énorme erreur et catastrophique. Nous devons faire marche arrière avec horreur, c'est-à-dire en nous permettant d'être horrifiés par ce que nous avons toléré, ce que nous avons accepté. Les politiques Covid ont violé l'éthique médicale et ont anéanti la capacité des médecins scientifiques à discuter des faits et des preuves. Beaucoup ont été réduits au silence. Nous en savons quelque chose. Et puis en insistant sur le fait qu'un petit groupe, presque un cartel de mafieux, je l'ajoute, de bureaucrates scientifiques très puissants ont pris le contrôle de tout l'appareil scientifique, dominé les médias, dominé le message adressé aux politiciens. C'est bien tout le fond de l'affaire, c'est là où il s'est agi, l'aurais-je assez dit, d'une opération criminelle, préméditée, délibérée et soigneusement mise en œuvre. Alors, Jay a tout au long de la crise fait connaître tout ce qu'il y avait à comprendre. Par exemple, le fait que dans la politique d'étiquetage des décès aux États-Unis, eh bien, on pouvait étiqueter comme décès Covid des gens dont on n'avait aucune raison de croire ou de penser qu'ils avaient pu mourir du Covid. On sait également que les familles se voyaient proposer $6 000 d'aide pour les funérailles si elles acceptaient de déclarer que leur proche était mort du Covid, même s'il était mort de complètement autre chose. Là encore, le niveau de truanderie, de corruption généralisée dans lequel on a été phénoménal. Et Jay Bhattacharya n'a cessé d'insister sur le fait que la réponse au Covid a ignoré les normes de gestion des épidémies, les droits de l'homme, pour instituer un régime de suppression, de censure et de coercition qui rappelle une approche fasciste de la gestion de la société. Vous voyez, aussi charmant soit-il, il n'a pas sa langue dans sa poche et grand bien nous en fasse tous. Il a également interpellé l'ancienne directrice du CDC, Centers for Disease Control, Rochelle Walensky, qui a menti publiquement sur un ensemble de choses, la protection conférée par l'injection génique, mais également au sujet de la fameuse méta-analyse Cochrane sur le masque, qui a définitivement démontré qu'il n'y avait aucun avantage, et a mis sa réputation en jeu en osant affirmer que le masquage de la population fonctionnait, alors que tout démontrait l'inverse. Elle a donné la priorité à sa réputation, à sa position, plutôt qu'à la vérité. Il a également critiqué un article du Journal of American Medical Association recensant les cas de médecins qui, soi-disant, diffusaient des informations erronées en ligne. Et dans cet article, les auteurs considéraient par exemple que les messages affirmant que le vaccin n'arrêtait pas la propagation de la maladie étaient de la désinformation. Quelle ironie de voir cette revue diffuser des informations erronées dans un article décriant la désinformation. Il s'est également étonné sur le fait que l'expérience suédoise, aussi probante soit-elle, ne provoque aucune réflexion chez nos responsables de santé. Comment est-il possible qu'un auguste groupe de scientifiques se soit réuni pour évaluer si les confinements, les fermetures d'écoles, etc. ont permis de débarrasser le monde du Covid, mais qu'il n'ait jamais pris en compte l'expérience suédoise? C'est comme essayer de comprendre des accidents d'avion en ignorant la gravité, le paramètre de gravité.
Et puis, en bon économiste de la santé, Jay Bhattacharya a également mis le doigt sur quelque chose qu'il convient de bien garder à l'esprit. Je l'ai approfondi cette question dans mes 2 livres. En fin de compte, le gouvernement a dépensé 4 200 milliards de dollars pour soutenir l'économie, tout en l'étouffant par des mesures de blocage. Ces 2 pressions contradictoires ont jeté les bases de la faillite des banques. Ça paraît intéressant quand même, non? Et puis, toujours avec cet humour très british, même s'il est indien d'origine, les mêmes personnes qui ont dépensé des milliers de milliards de dollars pour gérer n'importe comment cette pandémie, qui ont tué les petits commerces, qui ont empêché vos enfants d'aller à l'école, qui vous ont même empêché de dire au revoir à vos proches qui étaient en train de décéder, veulent maintenant plus d'argent et plus de pouvoir pour être en mesure de gérer n'importe comment la prochaine. Et puis bien sûr, avec un focus sur la censure, la plus grande menace pour la démocratie que je vois actuellement est l'adoption ouverte de la censure gouvernementale de toute discussion scientifique. Et effectivement, il n'a cessé de dire la censure tue la science, et dans ce cas, je pense que la censure a tué des gens, c'est tout à fait exact, en relevant que la censure appliquée par Big Tech, c'est-à-dire par les GAFAM, aux scientifiques qui contestaient les confinements, et l'équivalent moral du fait de brûler des livres au Moyen-Âge. Et il considérait que c'était une grande honte que les responsables de santé publique aient coopéré avec les censeurs dans un effort d'empêcher ces scientifiques de dire ce qu'ils avaient à dire, et que les journalistes scientifiques, avec toutes les paires de guillemets, qui sont de rigueur, se sont également pliés à cet exercice. Avec des interpellations très directes. Le New York Times aux États-Unis est un grand média mainstream pourri, comme Le Monde, Le Figaro ou Libé en France. Eh bien, Jay Bhattacharya a dit qu'il serait temps que le New York Times prenne ses responsabilités pour la campagne de désinformation qu'il a mis en œuvre pour soutenir les confinements, les fermetures d'écoles et l'hypocondrie institutionnalisée autour du Covid, ainsi que, bien sûr, la censure de scientifiques comme lui-même. Et avec cette fine remarque, là encore, qui est au cœur de l'ingénierie sociale que nous avons subie, le but de la censure moderne n'est pas d'empêcher les gens d'entendre une idée, c'est de délégitimer l'idée dans l'esprit du public et excommunier l'hérétique qui a osé l'exprimer dans la société polie et sur la place publique. Je renvoie évidemment aussi aux analyses brillantissimes à ce sujet de Michel Maffezoli. Et en dénonçant ce qu'il y avait à dénoncer, comme Wikipédia, qui n'est aujourd'hui plus qu'une vitrine de propagande et qui a participé au travail de destruction de réputation de la déclaration de Great Barrington et de ceux qui la portaient. Alors, un moment très important a été cette audition dans le cadre du Congrès des États-Unis de 4 immenses scientifiques, Martin Kulldorff, Jay Bhattacharya, Marty Makary, donc que nous avons évoqué, Scott Atlas, qui était un des conseillers de Donald Trump, mais qui s'est fait évincer par Anthony Fauci et qui lui recommandait de bonnes réponses. Et voilà ce que les experts ont dit ouvertement à la face du monde, d'une manière dont on voit que cela a planté des graines qui sont en train de germer actuellement. La principale source de désinformation a été le gouvernement fédéral lui-même, et c'est vrai dans tous nos pays. Il a utilisé des techniques de propagande afin de détruire la réputation et la carrière des personnes qui se sont opposées. Le professeur Kulldorff a dit cette chose remarquable dont je me suis souvent servi, tellement c'est intelligent, humoristique et vrai. Il a dit « Au début de la pandémie, j'ai vraiment eu très peur pendant 10 minutes. Et au-delà de ces 10 minutes, quand j'ai pris connaissance des chiffres et que l'immense majorité des gens, surtout les jeunes, n'étaient absolument pas à risque, à ce moment-là, j'ai compris qu'on était face à un épisode épidémique normal qui convenait sans doute d'être prudent, mais absolument pas de prendre ces trains de mesures absurdes, dommageables et antiscientifiques qu'on a imposés à la population. » Et Jay Bhattacharya a vraiment martelé le clou lors de cette audition. Les bureaucrates ont agi comme des dictateurs, piétinant les libertés civiles et notamment les classes laborieuses. Et ça a été le cas aussi dans nos pays. Et lors de cette audition, le docteur Makary, qui est donc désormais à la tête de la Food and Drug Administration, ce qui est vraiment pas rien, a lui aussi dit les choses de la manière la plus explicite qui soit. Et notamment le fait que c'est le docteur Fauci lui-même qui a décidé que l'immunité naturelle ne valait plus rien.
il a décidé que si vous aviez des anticorps circulants capables de neutraliser le virus, mais qu'ils n'étaient pas provoqués par le vaccin, alors le gouvernement ne leur reconnaissait pas le statut d'anticorps neutralisant. Et en se demandant, mais pourquoi au monde injecter les enfants? Il n'y a aucun enfant qui soit mort. Une récente, à l'époque, étude allemande l'avait montré. Aucun enfant entre 5 et 11 ans qui était mort du Covid, très très peu de cas graves. Au nom de quoi est-ce qu'on a entrepris de vacciner une population entière? Ces questions doivent être reprises aujourd'hui. Et des vraies réponses qui se situent évidemment dans le domaine du crime et de la corruption leur être apportées. Alors un autre moment décisif a été quand Elon Musk, juste après avoir racheté Twitter, a invité Jay Bhattacharya dans les quartiers généraux 6 en Californie. Et vous voyez, le 11 décembre 2022, Jay Bhattacharya a publié un tweet disant « J'ai passé l'après-midi hier aux quartiers généraux de Twitter pour comprendre comment j'avais été mis sur une liste noire pour ralentir ou supprimer mes prises de position, un blacklisting, évidemment qui a été un des motifs saillants de la crise, et notamment à travers ces stratagèmes que je détaille dans le livre La fabrication du désastre, c'est-à-dire une liste de 1000 mots-clés qui faisaient réagir les algorithmes ou les surveillants humains. Il y avait des responsables des services secrets, anciens de la CIA, du FBI, et des contacts directs avec le FBI à l'époque dans tous les réseaux sociaux. Et dès qu'il y avait des signaux que certains de ces mots étaient utilisés par les utilisateurs, cela enclenchait tout un système de répression. Donc voilà, gloire et honneur au docteur Bhattacharya. Évidemment, sa nomination est très bon signe, ça ne va pas tout régler. Une fois que vous êtes à la tête d'une institution comme celle-là, c'est là que le travail commence, avec énormément de résistance, d'inertie, le fait que les intérêts crapuleux, ils sont partout à l'heure actuelle, donc ils vont avoir énormément de travail. Mais toujours est-il que nous ne pouvons que nous réjouir profondément de cette bonne nouvelle. Et puis, féliciter ceux qui, en Europe, ont fait leur travail dans l'univers médiatique, c'est-à-dire les médias indépendants, et en particulier Amel Debay, rédactrice en chef de l'Impertinent Média, qui a interviewé à 2 reprises Jay Bhattacharya. Ça, c'est une publication de janvier 2023 de l'Intéressé où il fait savoir qu'il a été interviewé. Très, très bon article dans lequel, Jay porte à la connaissance du public ce qu'il y a à savoir, que les politiques soi-disant de lutte contre les pandémies imposées n'étaient pas compatibles avec la démocratie ni avec la science, qu'une grande partie des médias a aidé à encourager une campagne de propagande, il n'y a jamais eu de consensus scientifique en faveur du confinement, et Stanford, l'université auquel il est rattaché, n'a pas réussi à protéger la liberté académique. Coup de chapeau aussi à France Soir, qui vient de fêter ses 80 ans et dont il faut rappeler qu'ils ont été vraiment à l'avant-plan, toujours sur les questions qu'ils se posaient. Ici, la liberté académique est morte. Le professeur de Stanford raconte son enfer après s'être opposé au confinement. De cet enfer, il rebondit à la tête du NIH. La confiance dans la santé publique est au plus bas niveau que j'ai jamais vu. C'est le cas aussi dans nos pays aujourd'hui, étant donné les truanderies qui ont eu lieu. Et puis, la liberté d'expression n'a jamais été aussi importante et en danger. C'est le devoir de chacun d'en faire son affaire. Alors bien sûr, on est en train de remettre sur le devant de la scène ce que nous avons dénoncé depuis des mois et des années. Tous ceux qui suivent ma chaîne savent que Pfizer a cherché à camoufler pendant 75 ans des milliers et des milliers de pages, des dizaines de milliers de pages de documents au sujet des essais sur les injections géniques. Mais en fait, comme le rappelle actuellement le sénateur Ron Johnson, républicain aux États-Unis, c'est la FDA qui s'est battue devant les tribunaux pour que l'information reste secrète. C'est comme si l'administration fiscale se battait devant un tribunal pour qu'on ne puisse pas avoir accès à votre comptabilité. Et ça, souligne Ron Johnson, c'est là l'avantage des dérives que nous avons vues, c'est qu'une fois qu'elles sont exposées au grand jour et questionnées, ça ne peut pas ne pas entraîner très rapidement le fait d'arriver à certaines conclusions. Et là, celle du sénateur Johnson est que rien ne prouve mieux que ce fait l'emprise et la corruption des agences fédérales de santé par l'industrie pharmaceutique. Je vous passe encore un extrait de Jay Bhattacharya chez Tucker Carlson il y a un certain temps.
et au cours duquel il résume en 1 minute la réalité de sa pensée. La chose qui compte ici, Tucker, c'est que je pense que les gens ont besoin de savoir quelles étaient les intentions de ceux qui leur imposaient tout cela. Je parle d'acteurs gouvernementaux, mais aussi des vieux médias mainstream, des anciens propriétaires de Twitter. Ils voulaient en fait créer l'illusion d'un consensus sur la science. Ce consensus n'existait pas en réalité. Mais eux voulaient tromper les gens en leur faisant croire que nous suivions la science, alors qu'en fait, il y avait un débat animé entre les scientifiques sur ce qu'il convenait de faire. En conséquence, des écoles ont fermé, des entreprises ont fermé, des personnes non vaccinées ont perdu leur emploi, même si aucune science réelle et probante ne soutenait ces positions. Les gens ont souffert de cette censure. Bien sûr, il s'agit d'une violation des droits civils et du droit au premier amendement. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que la population américaine, les gens, ont été privés d'un débat honnête. Et je crois que si ce débat honnête avait eu lieu, les politiques qui ont été mises en place et toutes ces souffrances auraient pu être évitées. Alors voilà, ça bouge haut les cœurs, je vous le dis. Il y a 3 mois, on nous aurait annoncé ce qui est en train de se dérouler aux États-Unis. Robert Kennedy Jr., secrétaire d'État à la santé, Marty Makary et Jay Bhattacharya à la tête de la FDA et du NIH, nous n'y aurions pas cru. Et je me réjouis de cette nouvelle avec une certaine émotion, parce que ça fait des années et des années que nous nous battons envers et contre tout, que certains se découragent, que d'autres nous disent « mais à quoi ça sert ?» Mais non, nous savons qu'en ne lâchant pas, nous allons parvenir au but. Dernière nouvelle, ça vient des Pays-Bas, l'équivalent de la BBC ou de France 2, consacre un programme de 30 minutes à First Do No Harm. D'abord, ne faites pas de dégâts, mais c'est un jeu de mots avec harm et farm, ça parle de l'industrie pharmaceutique. Un documentaire qualifié de dérangeant, d'important, c'est bien pire que ce que nous pensions, avec des interviews de Robert Kennedy Jr. et du docteur Jay Bhattacharya. Il sera bientôt repris et diffusé dans 43 millions de foyers américains. Le vent est en train de tourner, ne faiblissons pas. Et je termine cette émission avec un hommage à Michel Maffezoli, qui vient de fêter ses 80 ans. Il est actuellement au Brésil, où un dictionnaire Michel Maffezoli lui a été consacré par des universitaires qui savent apprécier son travail à juste titre. Cela fait des années que Maffezoli nous dit « Oui, c'est grave, oui, c'est impressionnant, mais je ne suis pas inquiet. C'est la bouffée délirante d'un monde en plein effondrement. Les élites s'accrochent. Elles deviennent enragées, elles sont prêtes à tout, mais c'est un combat perdu d'avance et le temps est en train de lui donner les raisons. Je rappelle que ses toutes premières productions livresques dans les années 70 anticipaient déjà le fait que nos sociétés se dirigeaient vers le totalitarisme avec une forme de violence d'État nouvelle. Voilà, chapeau Michel Maffezoli, chapeau le visionnaire, et puis je ferai une émission spéciale à son sujet prochainement pour rappeler l'importance de son œuvre et de quelle manière elle nous donne précisément des clés de lecture du réel qui sont tellement importantes pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour entretenir notre confiance par rapport au fait qu'il y a un nouveau monde en train de naître et que dans ce monde-là, des sinistres individus comme Fauci, Gates, Véran, Mauro Poggia, Didier Pittet, Jean-François Delfrécy, les crapules belges, québécoises et d'ailleurs Antoine Flahault n'auront plus leur place parce que eux sont une ultime perdurance d'un monde corrompu jusqu'à l'os. Et toutes ces nouvelles, évidemment, nous montrent qu'il est en train de se passer quelque chose. Il ne faut pas faiblir, il ne faut pas se réjouir trop vite, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme le dit la sagesse populaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous avons pris un bon cap, à nous de faire en sorte qu'il ne soit plus possible d'en dévier. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de soutenir nos efforts avec un abonnement à partir de 1 € par mois ou une donation du montant de votre choix à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Et je vous donne rendez-vous tout prochainement pour de nouveaux épisodes. Merci.